Bonjour, je suis Olivier Bachelet, je suis magistrat et je suis par ailleurs enseignant dans le cadre de l'ISP en droit pénal et en procédure pénale. L'objet de cette vidéo est d'évoquer de manière synthétique l'épreuve de droit pénal qui est tombée en 2020 dans le cadre du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Vous le savez, l'année 2020 était l'année de l'entrée en vigueur de la réforme des épreuves du concours, avec, vous le savez, cette combinaison entre l'épreuve de droit civil et l'épreuve de droit pénal, en tout cas pour ce qui concerne le premier concours. L'épreuve de droit civil était une dissertation, et donc l'épreuve de droit pénal a, quant à elle, pris la forme d'un cas pratique. Ce cas pratique, dont vous trouverez l'énoncé reproduit sur le site de l'ISP, auquel je vous renvoie donc pour en prendre connaissance si d'aventure cela n'a pas déjà été fait. L'énoncé de ce cas pratique était un énoncé assez classique finalement, et les questions qui étaient posées étaient des questions à première vue relativement simples, mais à bien y regarder, en relisant, on pouvait constater que certains aspects de ce cas pratique amenaient à soulever des questions assez techniques, et évidemment il fallait avoir la méthode pour pouvoir convenablement, de manière efficace, dans le temps imparti, traiter ce sujet. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est d'indiquer les grandes lignes de résolution de ce cas pratique. En tout premier lieu, évidemment, puisque ce cas pratique est un cas pratique qui s'achève par un certain nombre de questions, la tentation est grande d'immédiatement répondre aux questions. Et aussi de ne traiter finalement ce cas pratique qu'essentiellement au regard de la procédure pénale, puisque la plupart des questions étaient relatives à la procédure pénale. Mais c'est une erreur de procéder de la sorte. Pourquoi? Parce que, comme je le dis de manière systématique à mes étudiants, pour pouvoir traiter un cas pratique de procédure pénale, il faut nécessairement, à titre liminaire, avoir tenu des développements relatifs au droit pénal. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les qualifications pénales que l'on va retenir vont être déterminantes dans la mise en œuvre de la procédure pénale et dans la vérification des critères légaux propres à tel ou tel acte d'investigation ou propres à tel ou tel cadre juridique. Prenez l'exemple, je ne sais pas moi, de la détention provisoire. Évidemment, la détention provisoire ne peut pas être décidée pour n'importe quelle infraction. Eh bien, il faut bien savoir à quelle infraction on a affaire pour pouvoir ensuite vérifier que l'on se situe bien en présence de faits qui peuvent, au bout du compte, donner lieu à un placement en détention provisoire de la personne mise en examen. Donc, pour la résolution de ce cas pratique, il fallait, avant d'entrer dans le détail des réponses apportées à chacune des questions, il fallait tenir des développements de droit pénal, et ce d'autant plus qu'un certain nombre de questions posaient des présupposés de qualification juridique qu'il fallait évidemment avoir vérifié, parce que dans un cas pratique, on ne peut pas se contenter d'affirmer. On ne peut pas se contenter d'affirmer et dire tel fait relève nécessairement de telle qualification juridique sans l'avoir démontré, et ce d'autant plus que dans les énoncés de cas pratiques pour le NM, la plupart du temps, on vous donne des qualifications qui sont celles qui ont été retenues par le parquet. Et c'était d'ailleurs le cas dans notre cas pratique de 2020. Qualification retenue par le parquet qui ne correspond pas forcément nécessairement à la qualification
qui correspond exactement à celle qu'il convient de retenir au regard de la loi. Vous savez en effet que dans le cadre de l'opportunité des poursuites, mais aussi dans le cadre de la correctionnalisation, eh bien, le magistrat du parquet peut être amené à opérer des qualifications qui lui semblent adaptées par rapport à la situation, mais qui ne coïncident pas nécessairement à la qualification que l'on aurait retenue dans l'absolu du droit pénal. Donc il fallait tenir ces développements préliminaires relatifs au droit pénal en évoquant, puisque c'était la structure de l'énoncé du cas pratique, en évoquant d'une part les faits commis à l'encontre de Victor Dubois, et puis d'autre part les faits commis à l'encontre de diverses entreprises de la région qui avaient subi un certain nombre de menaces de menaces contraignantes pour que des fonds soient remis aux personnes ayant exercé ces menaces. Donc, des développements liminaires consistant à distinguer les faits commis à l'encontre de Victor Dubois et puis les faits commis à l'encontre de ces entreprises de la région. S'agissant des faits commis à l'encontre de Victor Dubois, eh bien, il fallait distinguer, comme on le fait traditionnellement en droit pénal, d'abord en traitant la responsabilité pénale des personnes pouvant être qualifiées auteurs, et puis ensuite la responsabilité pénale des personnes pouvant être qualifiées complices. Et d'ailleurs, sur cette question de la complicité, c'est un aspect qu'il fallait évoquer ensuite dans les questions posées, ce qui permet, avec ces développements liminaires, d'aller plus vite dans la résolution des questions en ne traitant que de la procédure pénale et en n'ayant pas des circonvolutions en droit pénal, circonvolutions qui peuvent évidemment donner l'impression au correcteur que vous ne raisonnez pas de manière structurée, d'où cette idée, encore une fois, de traiter d'abord le droit pénal, ensuite la procédure pénale. Donc, la responsabilité des auteurs principaux, puis la responsabilité des complices. Les auteurs principaux, évidemment, à la lecture de l'énoncé, ça saute aux yeux. Il s'agit des 3 individus qui ont été envoyés auprès de Victor Dubois pour lui soutirer de l'argent à la suite de l'exercice d'un certain nombre de menaces. Et puis, les complices, eh bien, il y a Nicolas Martin, d'une part, qui est l'instigateur, en quelque sorte, et puis il y a Sandrine Bernard, qui, elle, fait office d'intermédiaire entre Nicolas et Victor Dubois, qui n'exerce pas les menaces elle-même, qui fait office d'intermédiaire, de sorte qu'elle peut également être qualifiée de complice, étant souligné que la qualification qu'il fallait retenir était évidemment aussi une qualification de tentative pour ce qui concerne les faits commis à l'égard de Victor Dubois, puisque, comme vous l'aurez noté à la lecture de l'énoncé, il y a effectivement eu ces menaces, mais au bout du compte, il n'y a pas eu la remise des fonds attendus, de sorte que les 3 protagonistes qui sont venus rencontrer Victor Dubois doivent être poursuivis du chef de tentative d'extorsion, tandis que nos 2 autres protagonistes, Nicolas et Sandrine, eux, doivent être poursuivis en tant que complices de cette tentative d'extorsion. Et puis, deuxième temps de ces développements liminaires en droit pénal, il y a les faits commis à l'encontre d'entreprises de la région. Sur ce point, on n'a pas l'identité exacte des personnes ayant agi, donc on va raisonner au regard de la coaction. Et l'on va distinguer, comme les questions vous nous y invitez ensuite, l'on va distinguer la question de la préparation des faits pour évoquer une qualification d'association de malfaiteurs, et puis ensuite les hypothèses de réalisation concrète de ces extorsions, ce qui va nous amener à retenir une qualification d'extorsion commise en bande organisée. Une fois posé ce cadre, en quelque sorte, ce cadre en droit pénal, on peut enfin entrer dans le détail de l'étude des 5 questions posées. La première question était une question finalement très classique, relative au principe de loyauté de la preuve. La question était celle de savoir si la manière d'enquêter était conforme, la manière d'enquêter du policier en cause, qui avait agi sous pseudonyme et qui avait fait en quelque sorte office d'intermédiaire entre Nicolas Martin et
et Sandrine. Donc ce fait de faire office d'intermédiaire était-il conforme au principe de loyauté? Eh bien, encore une fois, c'est une question assez classique que d'ailleurs j'avais traitée pendant la préparation des élèves qui ont passé le concours. Il faut toujours adopter le même raisonnement qui consiste à rappeler d'abord les principes pour ensuite aller sur la question à proprement parler. Le principe à rappeler, bien entendu, pour cette première question, c'est le principe de liberté de la preuve qui irrigue la procédure pénale. En procédure pénale, la preuve est libre, tout simplement parce que en droit pénal, il s'agit de prouver non pas des actes juridiques, mais des faits juridiques. Un fait juridique se prouve au moyen de n'importe quel élément de preuve, ce qui est d'ailleurs énoncé dans l'article 427 du Code de procédure pénale. Pour autant, bien entendu, les investigations doivent être cadrées afin de ne pas porter des atteintes non nécessaires ou disproportionnées aux droits et libertés d'autrui, aux droits et libertés non seulement de la personne mise en cause, mais aussi de l'ensemble des justiciables. À ce titre, on peut évoquer évidemment le principe de loyauté de la preuve, principe de loyauté de la preuve qui est un principe qui n'est pas écrit dans un texte du Code de procédure pénale, mais qui découle des principes directeurs de la matière pénale propre à la preuve pénale. Le principe de loyauté de la preuve, c'est cette idée de dignité finalement de la justice, cette idée que on ne peut pas avoir recours à des ruses, des stratagèmes, des pièges pour se ménager une preuve. Il y a donc finalement toujours cette question de la fin et des moyens. Certes, en employant des méthodes déloyales, on va être plus efficace dans la découverte de la vérité et dans la répression, mais en même temps, la justice acquiert aussi une certaine légitimité en étant respectueuse des droits et libertés fondamentaux. Donc on est toujours sur cet équilibre-là. Et il fallait alors rappeler, comme l'y invitait d'ailleurs la première question, qui insistait bien sur le fait qu'il fallait, avant d'appliquer le principe de loyauté, rappeler la jurisprudence à la fois de la Cour de cassation et de la Cour européenne, eh bien il fallait ici rappeler la grande distinction entre la provocation à la preuve et la provocation à l'infraction qui est prohibée à la fois dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et dans la jurisprudence de la Cour de cassation, et puis la provocation à la preuve qui, elle, est encadrée. Comprenez par là que la provocation à la preuve peut être admise lorsqu'elle est prévue par la loi, lorsqu'il y a un texte qui effectivement permet aux enquêteurs d'avoir recours à des méthodes déloyales, eh bien la preuve ainsi obtenue sera évidemment régulière. Prenez l'exemple des écoutes téléphoniques. Eh bien une écoute téléphonique par hypothèse, c'est un procédé déloyal, c'est une ruse qui est destinée à obtenir des informations à l'insu de l'intéressé, à l'insu de la personne écoutée. Eh bien, parce que le législateur a autorisé ce type d'investigation, la preuve, même si elle est déloyale, cette preuve obtenue au moyen de cette méthode déloyale, cette preuve sera régulière. Donc la provocation à la preuve, elle peut être admise lorsqu'elle est prévue par la loi, mais lorsqu'elle n'est pas prévue par la loi, en principe, elle est exclue, sauf si l'on est en présence d'une méthode probatoire qui consiste non pas à provoquer l'apparition de la preuve, mais qui consiste simplement à permettre la découverte d'une preuve préexistante. C'est la distinction que j'expose traditionnellement à mes étudiants, la distinction entre les stratagèmes actifs et les stratagèmes passifs. Le stratagème actif, qui va mener l'enquêteur à avoir une attitude qui consiste à provoquer l'apparition de la preuve, ce stratagème actif, s'il n'est pas prévu par la loi, est en principe prohibé, et la preuve ainsi obtenue
devra être annulé comme contraire au principe de loyauté. Le stratagème passif, lui, en revanche, qui consiste simplement pour l'enquêteur à utiliser une ruse, un stratagème pour pouvoir constater l'existence de la preuve et la consigner dans un procès-verbal de renseignement, eh bien, ce stratagème passif, lui, il est toléré. Pourquoi une telle distinction? Tout simplement pour éviter qu'il y ait des détournements de procédure ou des contournements de procédure. Parce qu'en effet, dans l'hypothèse du stratagème actif, le plus souvent, l'enquêteur aura adopté cette technique qui consiste à poser des questions à la personne suspectée et donc à obtenir des réponses, mais hors cadre juridique donné. C'est l'hypothèse de l'aparté entre un officier de police judiciaire et un individu suspecté. On n'est pas dans le cadre formel de l'audition libre ou de l'audition en garde à vue. L'officier de police judiciaire à la machine à café va discuter avec la personne mise en cause. Cette personne mise en cause va révéler des informations auto-incriminantes et au bout du compte, l'enquêteur va dresser un procès-verbal de renseignement indiquant ce qui a été révélé par l'intéressé. On est ici dans un stratagème actif parce que l'enquêteur pose des questions à la personne mise en cause, hors le cadre protecteur de l'audition libre ou de la garde à vue. Eh bien, ce stratagème actif, il est prohibé en jurisprudence parce qu'il consiste à contourner en quelque sorte les droits de la défense. En revanche, sera considéré comme un stratagème passif et donc admis l'hypothèse de l'enquêteur qui va se dissimuler à la vue de deux individus qui discutent entre eux et qui, au cours de cette discussion, vont révéler des éléments auto-incriminants. C'est une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la chambre criminelle, deux policiers qui s'étaient dissimulés dans un placard et qui avaient surpris une conversation ayant permis de révéler l'existence d'un pacte de corruption. Dans cette hypothèse, on a bien un stratagème, le fait de se dissimuler à la vue des intéressés. Pour autant, ce n'est pas un stratagème actif, il ne s'agit pas ici de contourner les règles de l'audition libre ou de la garde à vue. La preuve apparaît de manière spontanée, sans qu'il y ait une provocation dans cette apparition par les enquêteurs. Les enquêteurs ne font qu'utiliser un stratagème pour pouvoir accéder à cette preuve préexistante et pour pouvoir en consigner l'existence. Eh bien, cette distinction, cette jurisprudence classique finalement à la fois de la Cour européenne et de la Cour de cassation, elle a récemment été résumée, synthétisée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 décembre 2019, arrêt du 9 décembre 2019 concernant des faits vraiment très proches, des faits qui ont donné lieu à l'énoncé du cas pratique ENM 2020. Le rédacteur de cet énoncé s'est manifestement inspiré des faits ayant donné lieu au bout du compte à cet arrêt d'assemblée plénière. En l'occurrence, il s'agissait de la fameuse affaire très médiatique de la sextape d'un célèbre footballeur qui avait subi des tentatives de chantage et qui, à l'occasion de ces faits, un policier était intervenu, s'était présenté comme un intermédiaire entre la victime et la personne essayant de lui soutirer de l'argent. Ce policier avait agi sous pseudonyme, il avait provoqué un certain nombre d'entretiens avec les personnes, les maîtres chanteurs, et la question était posée de savoir, y a-t-il ou pas dans ce comportement-là un comportement d'une telle déloyauté que les preuves obtenues doivent être retirées du dossier, doivent être annulées pour méconnaissance de l'exigence de loyauté de la preuve. Eh bien, à l'occasion de cette affaire, l'Assemblée plénière s'est prononcée et elle affirme d'abord ce qui est très classique dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle affirme que constitue une violation du principe de loyauté de la preuve toute provocation à la commission de l'infraction de la part des agents de l'autorité publique. C'est un rappel classique, la provocation à l'infraction est prohibée. Et puis, elle ajoute, et c'est le point essentiel, que le stratagème employé par un agent de l'autorité publique pour la constatation d'une infraction ou l'identification de ses auteurs
ne constitue pas en soi une atteinte au principe de loyauté de la preuve. Seul, nous dit l'Assemblée plénière, seul est proscrit le stratagème qui, comme je vous le disais tout à l'heure, qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. Donc, on a, avec cet arrêt d'assemblée plénière, une synthèse qui est opérée de la position de la Cour de cassation sur le principe de loyauté. Il est évidemment prohibé la provocation à l'infraction, mais pour ce qui concerne la provocation à la preuve, elle est admise à moins que cette provocation à la preuve ne consiste en un contournement, finalement, ou un détournement de procédure. Toute la question était alors celle de savoir ce qu'il en était en l'espèce. Eh bien, pour être parfaitement complet, en l'espèce, on pouvait d'abord rappeler que les preuves obtenues par Victor Dubois elle-même n'étaient pas concernées par le principe de loyauté. Victor Dubois, on nous le dit dans l'énoncé, il a enregistré une conversation avec les trois protagonistes venus lui soutirer de l'argent, et puis il a fourni cet enregistrement audio aux enquêteurs, et puis il a fourni également des copies d'écran, des SMS qu'il a reçus. Ces preuves-là, on pourrait considérer qu'elles sont déloyales, en particulier l'enregistrement audio. Mais vous pouvez rappeler brièvement que tel n'est pas le cas, puisqu'il s'agit de preuves qui sont fournies par des particulier, et que la jurisprudence de la Cour de cassation, s'agissant des preuves fournies par les particuliers, est constante. Il n'y a pas lieu de respecter le principe de loyauté. Une preuve peut même être obtenue de manière illégale. Si elle provient d'un particulier, elle sera recevable devant le juge pénal. Ensuite, deuxième question à traiter au regard des faits de l'espèce, c'était la question de savoir, y a-t-il eu provocation à l'infraction? Eh bien, évidemment, la réponse à apporter était dictée par l'arrêt d'assemblée plénière, puisqu'on était sur des faits similaires, et l'assemblée plénière a logiquement considéré qu'il n'y avait pas de provocation à l'infraction, parce que le comportement qui avait été adopté par le policier agissant sous pseudonyme, ce comportement était un comportement qui s'était inséré dans une activité délictuelle préexistante. En effet, c'est pas lui qui a provoqué le cadre de l'extorsion, il s'est inséré dans ce cadre d'extorsion qui existait déjà, de sorte qu'on ne peut pas retenir une provocation à l'infraction. Enfin, il fallait s'interroger sur l'existence d'une provocation à la preuve prohibée. Et sur ce point, d'abord, il fallait souligner, comme je l'évoquais tout à l'heure, il fallait souligner que le comportement adopté par le policier qui agissait sous pseudonyme ne pouvait pas être considéré comme prévu par la loi. En effet, on aurait pu penser éventuellement à une infiltration, mais la procédure d'infiltration consiste pour l'enquêteur, spécialement habilité à cet effet, consiste pour l'enquêteur à se faire passer lui-même comme un délinquant. Or, ce n'est absolument pas le cas en l'espèce, puisque l'enquêteur ne se fait pas passer pour un délinquant, il se fait passer pour un intermédiaire entre les personnes qui exercent ces pressions et la victime. Existe donc une qualification d'infiltration. Il n'était pas non plus possible de retenir l'hypothèse de l'enquête sous pseudonyme, enquête sous pseudonyme qui est prévue par l'article 230-46 du Code de procédure pénale, puisque l'enquête sous pseudonyme, qui a été créée par la loi du 23 mars 2019, mais qui en réalité est une synthèse de différents textes qui existaient auparavant, cette enquête sous pseudonyme concerne les infractions commises par la voie des communications électroniques, essentiellement par Internet, et l'enquête sous pseudonyme permet alors à l'enquêteur sur les réseaux sociaux notamment, d'utiliser des pseudonymes. Or, on n'est absolument pas dans ce cadre-là.
On n'est pas sur l'hypothèse d'infraction commise par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. On n'est pas sur des infractions commises sur Internet. On est bien sur des infractions classiques. L'énoncé décrit une rencontre entre trois individus qui viennent soutirer de l'argent à Victor Dubois et l'enquêteur n'agit pas sous pseudonyme sur le réseau Internet. Il agit en concret, en réel, dans la vie réelle, en tant qu'intermédiaire, en utilisant un faux nom. On n'est donc pas du tout dans le cadre de l'enquête sous pseudonyme. Il fallait donc raisonner au regard des règles jurisprudentielles que j'évoquais tout à l'heure, et il y avait là un piège qu'il fallait absolument éviter, et qui consiste à finalement retenir la solution qui a été retenue par l'Assemblée plénière dans son arrêt du 9 décembre 2019. Dans son arrêt, l'Assemblée plénière rappelle dans quelle mesure la provocation à la preuve peut être autorisée, et au bout du compte, dans l'affaire qui lui était soumise, l'Assemblée plénière rejette le pourvoi en estimant que il n'y a pas lieu de dire qu'il y a méconnaissance du principe de loyauté. Certains ont pu du coup penser qu'il fallait donner cette solution au regard des faits qui étaient soumis dans ce cas pratique ENM 2020, puisque les faits étaient rigoureusement les mêmes. Sauf que il faut bien lire l'arrêt d'Assemblée plénière du 9 décembre 2019. Si au bout du compte, l'Assemblée plénière ne se prononce pas véritablement sur l'existence d'une méconnaissance du principe de loyauté, c'est parce que dans les pourvois n'était pas invoquée la méconnaissance d'une garantie essentielle de la procédure pénale ou la méconnaissance des droits de la défense. Ce qui était invoqué au soutien du moyen, c'était le fait que l'on avait utilisé des moyens déloyaux afin de permettre, au bout du compte, l'interpellation des personnes mises en cause. Mais il n'était absolument pas invoqué l'existence d'un contournement de procédure ou l'existence d'un détournement de procédure. Et c'est en cela que l'Assemblée plénière, au bout du compte, écarte le moyen, parce qu'elle le dit très clairement, elle dit « il n'est pas allégué la méconnaissance d'un principe directeur de la procédure pénale ». La solution aurait été différente, on peut le penser, si effectivement le moyen avait développé cette argumentation, avait développé cette idée que en faisant office d'intermédiaire, en provoquant lui-même des discussions avec Sandrine, puisque c'est dit dans l'énoncé, on nous dit dans l'énoncé que l'enquêteur va être à l'initiative d'un certain nombre de rencontres, de discussions. Eh bien, en procédant de la sorte, l'enquêteur adopte un véritable comportement actif, déterminant dans l'apparition de preuves, et ce comportement actif revient finalement à contourner le cadre juridique protecteur qui aurait dû être employé à partir du moment où il y a des éléments de soupçon, le cadre protecteur qui aurait dû être employé, c'est-à-dire celui soit de l'audition libre, soit de la garde à vue. À cet égard, donc, on pouvait conclure, s'agissant de cette première question, sur une méconnaissance du principe de loyauté en raison d'un contournement du cadre juridique protecteur de l'audition libre et de la garde à vue. Pour autant, cette conclusion, cette méconnaissance du principe de loyauté n'aura que peu d'incidence sur la procédure pénale, puisque vous pouvez le rappeler ici, seuls seront annulés les éléments qui ont été affectés par le comportement déloyal, qui ont été obtenus par le comportement déloyal du policier. En revanche, les autres éléments de preuve, eux, demeurent au dossier. Or, on sait qu'il y a déjà des éléments de preuve, notamment ceux fournis par Victor Dubois, qui permettront donc le maintien de la procédure pénale, malgré l'annulation des preuves obtenues de manière déloyale par l'enquêteur ayant agi sous pseudonyme. Voilà pour cette première question qui était la plus importante au regard du barème, mais qui en réalité n'était pas vraiment difficile à traiter. Il fallait simplement bien avoir la méthode et évidemment connaître cet arrêt d'Assemblée plénière du 9 décembre 2019, dont
j'ai beaucoup parlé avec mes étudiants et qui d'ailleurs a été traité dans l'un des bulletins mensuels d'actualité de l'ISP au début de l'année 2020. La deuxième question était une question assez technique finalement, qui nous amenait à nous interroger sur les conditions de la réincarcération de Sandrine Bernard, qui, d'après les termes de l'énoncé, avait été mise en examen, placée en détention provisoire pour les faits d'extorsion, et puis avait par la suite fait l'objet d'un élargissement. Elle avait bénéficié d'un placement sous contrôle judiciaire qu'elle ne respecte pas. La question était alors celle de savoir, est-ce que Sandrine peut être réincarcérée, et si tel est le cas, lorsqu'il y a réincarcération, quelle est la conséquence finalement de cette réincarcération sur les délais et la durée de la détention provisoire. Alors là, très rapidement, parce que c'est une question finalement de pure technique juridique, il suffit au bout du compte d'aller lire le code de procédure pénale si on n'a pas la connaissance brute acquise dans le cadre de nos révisions. Il faut ici rappeler l'article 141.2 du code de procédure pénale qui prévoit que lorsqu'une personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, comme c'est le cas de Sandrine Bernard en l'espèce, eh bien dans une telle hypothèse, le juge d'instruction peut décerner à son encontre un mandat d'amener ou d'arrêt. Dans ces cas-là, l'intéressé lui est présenté et le juge d'instruction va le rappeler à l'ordre, éventuellement même resserrer le contrôle judiciaire en imposant d'autres obligations, ou bien le juge d'instruction peut considérer que ça suffit, qu'il faut mettre un terme à ces errements, et donc le juge d'instruction va alors saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen, sachant que si c'est cette voie-là qui est empruntée par le juge d'instruction, eh bien, doit avoir lieu un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, à l'occasion duquel l'intéressé peut évidemment s'expliquer, être assisté par un avocat, et au terme de ce débat, le juge des libertés et de la détention peut décider effectivement d'un placement en détention provisoire de la personne mise en examen, étant souligné que dans une telle hypothèse, alors, la motivation du placement en détention provisoire n'a pas à respecter les canons de l'article 144 du Code de procédure pénale. On peut se satisfaire d'invoquer le fait que la personne mise en examen n'a pas satisfait les obligations qui étaient les siennes dans le cadre du contrôle judiciaire. C'est l'article 141-2 du Code de procédure pénale qui permet donc cette réincarcération. Et puis deuxième temps, dans la réponse à la question posée, c'est l'incidence finalement de cette réincarcération sur à la fois les délais et la durée de la détention provisoire. Pour ce qui concerne la durée de la détention provisoire, la solution est donnée de manière très claire en jurisprudence. La durée de la détention provisoire déjà effectuée n'est pas prise en compte. Donc, le temps déjà passé en détention provisoire par Sandrine, avant qu'elle ne soit placée sous contrôle judiciaire, ne sera pas pris en compte pour ce qui concerne cette réincarcération et cette nouvelle période de détention provisoire. Simplement, l'article 141-3 du Code de procédure pénale dispose que, dans une telle hypothèse, lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire, concernant une personne qui a antérieurement été placée en détention provisoire pour les mêmes faits, eh bien dans une telle hypothèse, la durée cumulée des détentions provisoires ne peut pas excéder de plus de 4 mois la durée maximale de la détention prévue pour les faits objet de l'information judiciaire. Et c'est là où il y avait évidemment un intérêt à qualifier en amont les faits commis par Sandrine. On les aura qualifiés en amont de complicité de tentative d'extorsion, qui fait encourir 7 ans d'emprisonnement. S'agissant d'une infraction correctionnelle faisant encourir 7 ans d'emprisonnement, la détention provisoire dans l'information judiciaire dure en principe 4 mois, renouvelable,
maximum étant fixé à 1 an. De sorte que, s'agissant de la durée de cette détention provisoire, il fallait dire qu'elle allait pouvoir durer jusqu'à 1 an et 4 mois. Globalement, la durée globale de la détention provisoire de Sandrine pour ces faits de complicité de tentative d'extorsion, globalement, donc, cette détention provisoire ne peut pas aller au-delà d'1 an et 4 mois. Et puis, une autre sous-question était posée ici. On évoquait à la fois la durée de la détention provisoire, mais aussi les délais de la détention provisoire. Pour ce qui concerne les délais, il fallait souligner que la première période de détention provisoire n'est pas du tout à prendre en compte, de sorte que les moments où les prolongations vont devoir intervenir, ces moments-là ne sont pas affectés par le temps déjà écoulé pendant la première période de détention. Je vous l'ai dit à l'instant, normalement, les prolongations ont lieu tous les 4 mois. Eh bien, Sandrine pourrait dire, puisque j'ai déjà passé 3 mois en détention dans un premier temps, eh bien, la prolongation doit intervenir dans le mois qui suit ma réincarcération. La réponse est négative, puisque l'on considère qu'il y a une période de détention qui reprend à 0 avec cette réincarcération, de sorte que il faudra attendre les 4 mois pour que la prolongation puisse effectivement être décidée par le juge des libertés et de la détention. Vous avez de la jurisprudence en la matière, notamment un arrêt de la Chambre criminelle du 22 mars 2011. Troisième question, la troisième question qui était posée, c'était une question qui était relative à la mise en examen de Nicolas Martin pour les faits commis à l'encontre de Victor Dubois et à la volonté du juge d'instruction à la suite donc des investigations menées sur les faits commis à l'encontre des autres entreprises de la région, la volonté donc du juge d'instruction d'ouvrir une information judiciaire pour ces faits-là. La question était celle de savoir, on est déjà en présence de faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, c'est les faits commis à l'égard de Victor Dubois, et à présent, on envisage d'ouvrir une information judiciaire sur les autres faits commis à l'encontre des entreprises de la région. Quelles sont les possibilités ouvertes aux magistrats du parquet qui souhaitent donc l'ouverture d'une telle information judiciaire? Eh bien, c'est là aussi relativement simple. Il y a 2 voies. La première voie, c'est celle du réquisitoire supplétif, qui va consister pour le parquet à saisir le même juge d'instruction dans le cadre de la même information et d'étendre la saisine du juge d'instruction à ces autres faits, ceux subis par les entreprises de la région. Et puis, la deuxième voie, c'est celle du réquisitoire introductif, qui va consister à ouvrir une information judiciaire distincte en saisissant un juge d'instruction, éventuellement le même juge d'instruction que celui qui est en charge de la première information judiciaire. Dans cette hypothèse, alors le juge d'instruction sera saisi au moyen de 2 actes différents, de 2 actes distincts, et on aura 2 informations judiciaires distinctes. La question est alors celle de l'incidence de ce choix sur la situation de Nicolas Martin pour ce qui concerne tout particulièrement sa détention provisoire. Eh bien, la solution, elle est logique dans la jurisprudence. Dans la première hypothèse, c'est-à-dire celle du réquisitoire supplétif, lorsque le magistrat du parquet décide d'étendre la saisine du juge d'instruction, eh bien, dans une telle situation, la jurisprudence considère qu'il n'y a qu'une seule détention qui court à compter de la date du premier mandat de dépôt.
Et cette détention doit se voir appliquer le régime le plus sévère de l'infraction la plus sévèrement poursuivie dans le cadre de l'information qui a donné lieu à ce réquisitoire supplétif. Première hypothèse, c'est le réquisitoire supplétif. Le magistrat du parquet décide d'étendre la saisine du juge d'instruction initiale. Donc Nicolas, qui est déjà mis en examen dans le cas de cette première information judiciaire concernant les faits commis à l'égard de Victor Dubois, sera également mis en examen dans cette même information judiciaire pour les faits commis à l'égard des autres entreprises de la région. Si cette voie-là est empruntée par le parquet, alors on est en présence d'une détention provisoire unique, de sorte que on ne pourra pas additionner en quelque sorte les périodes de détention selon la nature des faits poursuivis dans le cadre de cette information judiciaire. Comme je viens de le dire, on est en présence d'une détention unique qui court à compter de la date du premier mandat de dépôt et qui épouse le régime le plus sévère. En revanche, dans la deuxième hypothèse, celle où le parquet décide d'ouvrir une information distincte, dans cette hypothèse-là, alors, et même si l'information distincte est ouverte au cabinet du même juge d'instruction, dans ces cas-là, alors, on est en présence d'une information judiciaire bien distincte qui fait partir une détention provisoire nouvelle, de sorte que la détention provisoire déjà effectuée par Nicolas Martin dans le cadre de l'instruction préparatoire concernant les faits commis à l'encontre de Victor Dubois ne sera pas prise en considération. Il y aura donc la possibilité finalement de cumuler ces détentions provisoires. C'est notamment ce qu'a décidé la Chambre criminelle dans un arrêt du 24 mai 2005. Donc le choix du parquet sera guidé à la fois par un souci de bonne administration de la justice. On peut considérer que le réquisitoire supplétif est de bonne administration de la justice parce que ça évite la multiplication des informations judiciaires, mais en même temps, s'il y a la nécessité d'avoir une détention provisoire un peu plus longue qu'à l'accoutumée, eh bien, le parquetier pourra éventuellement avoir recours à l'hypothèse de l'ouverture d'une information judiciaire distincte, puisqu'alors ce seront deux détentions provisoires distinctes qui ne seront pas envisagées de manière globale, mais qui courront de manière indépendante. La quatrième question qui vous était posée, c'était une question relative à la possibilité de retenir à la fois la qualification d'extorsion en bande organisée et celle d'association de malfaiteurs. Alors là aussi, cette question, je l'avais traitée en long, en large et en travers avec mes élèves, puisque j'ai traité un sujet de dissertation relatif à la règle non bis in idem. C'est évidemment la règle non bis in idem qui était ici en cause. Alors, comme d'habitude, il fallait, pour bien traiter cette question, d'abord rappeler la règle, rappeler l'évolution de la perception de la règle, pour, au bout du compte, en arriver à la situation d'espèce, c'est-à-dire la question de savoir, peut-on retenir à la fois une qualification d'association de malfaiteurs en vue de commettre des faits d'extorsion et une qualification d'extorsion commise en bande organisée. Eh bien, en premier lieu, vous pouviez rappeler que la réponse est oui, si évidemment ces qualifications concernent des personnes différentes ayant accompli des faits différents. Évidemment que au sein d'une même affaire, s'il y a plusieurs protagonistes, il sera possible de retenir la qualification d'association de malfaiteurs à l'égard de ceux qui ont préparé les extorsions mais qui n'ont pas participé à ces extorsions, et il sera possible, logiquement, à l'égard d'autres personnes qui, elles, ont exécuté les extorsions, possible alors de retenir à l'égard de ces personnes-là la qualification d'extorsion commise en bande organisée. Ça va de soi, mais c'était bien de le rappeler. En revanche, et c'est là où la difficulté apparaît, c'est pour ce qui concerne la même personne. Pour ce qui concerne la même personne, pendant longtemps, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu'il était possible de cumuler les deux qualifications dès lors que les juges
du fond, utiliser au soutien de ces différentes qualifications des faits matériels distincts. La Cour de cassation a considéré, par exemple, que celui qui participe à un braquage commis en bande organisée caractérisée par le fait qu'il y a effectivement eu une préméditation parce que les intéressés se sont rencontrés la veille, ont discuté la veille de leur rôle lors de la réalisation du braquage. Ces faits-là matériels pouvaient permettre de retenir une qualification de vol commis en bande organisée. Et puis, les juges allaient chercher d'autres faits dans le dossier permettant de retenir une qualification d'association de malfaiteurs, par exemple le fait que à deux, les protagonistes soient partis mener des repérages aux alentours de la banque qui sera ensuite braquée. Eh bien, ce fait matériel isolé des autres faits permettait de retenir l'association de malfaiteurs. La Cour de cassation est revenue récemment sur cette jurisprudence au visa de la règle non bis in idem, en estimant que l'on est alors en présence de faits qui sont indissociables. On est en présence de faits indissociables et que même si matériellement ces faits sont distincts, ils sont tendus vers le même objectif, la réalisation finale de l'infraction commise en bande organisée, de sorte que même en présence de faits matériels distincts, il n'est pas possible de cumuler. En revanche, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que l'on puisse retenir à l'égard de la même personne des qualifications d'association de malfaiteurs et d'infraction commise en bande organisée, si et seulement si les faits venant au soutien de la qualification d'association de malfaiteurs sont démonstratifs d'un projet infractionnel distinct des infractions finalement réalisées et imputées à la personne mise en cause. Vous avez un individu qui effectivement participe à un braquage. Il y a des actes préparatoires de ce braquage. Ces actes préparatoires ne peuvent pas venir au soutien d'une qualification d'association de malfaiteurs. On ne retiendra que le vol commis en bande organisée, mais on va découvrir que l'intéressé, dans ses préparatifs, a également envisagé de braquer une autre banque. Eh bien là, on pourra retenir l'association de malfaiteurs pour ces autres faits que ceux finalement réalisés. Vous avez plusieurs arrêts en ce sens, notamment un arrêt de la Chambre criminelle du 22 avril 2020. Eh bien, c'était cette jurisprudence-là, évidemment, qu'il fallait rappeler ici pour donner les éléments de réponse à cette question numéro 4. Enfin, la cinquième et dernière question, elle était relative à la requalification des faits reprochés à Sandrine. On l'a vu dans nos développements liminaires, Sandrine, elle a d'abord été qualifiée de co-auteur de la tentative d'extorsion, mais en réalité, dans nos développements liminaires, on aura souligné qu'elle est un complice en tant qu'intermédiaire. Elle n'a pas elle-même exercé les menaces, elle est un complice. Eh bien, c'est précisément ce qu'a fait la juridiction répressive de jugement. Elle a décidé de requalifier les faits à l'égard de Sandrine en estimant qu'elle n'est pas co-auteur, mais complice. Toute la question est alors celle de savoir dans quelle mesure cette requalification est-elle régulière. Eh bien, il fallait ici rappeler deux éléments essentiels. D'abord, premier élément, la règle de la saisine in rem, de la juridiction répressive de jugement. Le tribunal correctionnel, à l'instar des juridictions, de l'ensemble des juridictions répressives, le tribunal correctionnel, il est saisi in rem, de sorte qu'il doit statuer sur tout ce dont il a été saisi, mais seulement sur ce dont il a été saisi. Ce qui signifie que si cette juridiction a l'obligation de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, il ne peut opérer une telle requalification s'il s'agit d'ajouter à sa saisine initiale. En d'autres termes, si dans la prévention qui saisit le tribunal sont visés les faits qui permettent effectivement d'opérer la requalification en complicité, si on vise par exemple le fait d'avoir fait office d'intermédiaire, alors le tribunal est bien saisi de ces faits-là.
et il peut valablement, à partir de ces faits dont il est saisi, opérer une requalification. En revanche, si dans cette prévention n'est pas visé le fait de faire office d'intermédiaire, si c'est une prévention laconique qui consiste à simplement dire qu'elle est coauteur, eh bien là, il ne sera pas possible d'opérer une requalification parce que le tribunal, n'est pas saisi des faits consistant à avoir fait office d'intermédiaire pour ce qui concerne Sandrine. Ce n'est que dans l'hypothèse d'une comparution volontaire, donc dans ces cas-là, on peut effectivement résoudre la difficulté. C'est l'article 388 du Code de procédure pénale qui permet au tribunal de demander à l'intéressé si elle accepte de comparaître volontairement sur ces faits qui ne sont pas visés dans l'acte de saisine. Si l'intéressé refuse, le tribunal ne peut pas se saisir lui-même. Il devra donc juger en l'état, ou bien éventuellement il pourra décider de renvoyer l'affaire pour permettre une modification de sa saisine par le parquet. Donc, premier point à rappeler, cette saisine in rem, si dans la prévention on vise le fait de faire d'office d'intermédiaire, pas de difficulté. Et puis, deuxième point à rappeler, c'est le nécessaire respect des droits de la défense, en particulier la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans plusieurs arrêts, notamment un arrêt contre la France, l'arrêt Pélissier et Sassy contre France, du 25 mars 1999, Pélissier et Sassy contre France, 25 mars 1999, la Cour européenne a estimé que une requalification est évidemment toujours possible, mais il faut que la personne mise en cause ait été mise en mesure de s'expliquer sur cette requalification. Ce qui signifie que, au-delà de la question de la saisine in rem, même si le tribunal est bien saisi de ces faits d'intermédiaire, eh bien, la requalification ne peut pas intervenir de manière clandestine. Cette requalification devra avoir été mise dans les débats par le président du tribunal correctionnel. Le président aura dû permettre à Sandrine de s'expliquer sur cette nouvelle qualification, éventuellement même de demander un délai pour préparer sa défense sur cette nouvelle qualification en accordant un renvoi. Si, alors, ceci a été respecté, il n'y aura pas de difficulté, la requalification sera régulière, mais si d'aventure les droits de la défense ont été méconnus, alors il s'agit d'une cause de nullité du jugement, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 7 mai 2008. Voilà pour ces brefs éléments relatifs à ce cas pratique ENM 2020 en droit pénal. J'ai été volontairement rapide et synthétique dans le traitement de ce cas pratique. Pour plus d'éléments, je vous renvoie à la lecture de l'ouvrage qui est publié tous les ans par les éditions L'Extensio, Gualino, avec évidemment les professeurs de l'ISP, dont moi, où l'on publie chaque année donc un corrigé des épreuves des épreuves pour l'entrée à l'École nationale de la magistrature, ce qui sera le cas pour ce qui concerne ce cas pratique dont je viens de vous parler, mon corrigé étant assez long puisqu'il fait 16 pages. Je vous y renvoie donc. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ceci vous aura été utile. Bon courage pour la suite et à bientôt.